Ça y est, on a touché les 60 000 $. Le Bitcoin a doublé de valeur depuis le début de l'année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On se dit quoi? On se dit ça dépasse l'entendement maintenant, ce nouveau record, ou c'est pas insensé dans un marché, on sait, où l'offre est contrainte. L'offre de Bitcoin est contrainte à 18 ou 20 millions, alors je ne suis pas un expert de Bitcoin, et où la demande ne fait que croître parce qu'il y a un engouement des particuliers, parce qu'on verra que de plus en plus de banques d'affaires s'y mettent aussi. Oh ouais, on répond là, on dit quelque chose. Oui, enfin, la question c'est quoi exactement? Je l'ai connu plus vite. Est-ce une folie le Bitcoin? Ou est-ce que c'est tout à fait normal et tout va bien? Ne sombrez pas dans le bashing primaire. Non, mais enfin, c'est quand même plutôt une folie, David. C'est pas parce que le nombre de Bitcoin est limité. Limité. Limité? Oui, j'ai compris limité. 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 À 20 millions en limite théorique. Il y en a 18 millions qui ont été minés jusqu'à ce jour. En fait, il y en a probablement moins parce qu'il est probable qu'il y en ait un paquet qui soit perdu, surtout au début du Bitcoin quand il ne valait pas grand-chose. Mais une multiplication par 10 en un an, un doublement en quelques mois, comme vous venez de le rappeler, c'est des choses qui ne sont pas explicables en fait par autre chose qu'un pur mouvement spéculatif. Donc vous êtes dans le prolongement de ce que nous a dit le gouverneur de la Banque de France qui était là sur ce plateau vendredi et qui disait que le Bitcoin c'était pas une monnaie, ça, on imaginait qu'il nous dirait ça, mais que c'est un actif très spéculatif, très réservé, très risqué, réservé à des investisseurs qui sont très avisés. Ouais. Et donc voilà, c'est un actif déjà, on peut poser la Bitcoin bashing quoi. On peut poser la question. Alors, est-ce que le Bitcoin est une monnaie ou pas? C'est une question intéressante qui n'est pas complètement close, même en disant c'est un actif spéculatif. Après, la question de savoir est-ce que c'est un actif, c'est une question qui se pose parce que c'est autant un actif que l'or, c'est-à-dire que ça ne produit pas, vous ne pouvez pas le garder et toucher des dividendes. Ce n'est pas une action, ce n'est pas un loyer. Certains disent que c'est l'or numérique d'ailleurs. Donc ça ressemble beaucoup à l'or, quantité limitée, utilisée potentiellement pour des transactions, plutôt volatile. L'or est assez volatile. Ouais, mais encore plus. Voilà, le Bitcoin l'est encore plus. Alors, c'est lié aussi au fait qu'il y a des coûts de transaction derrière le Bitcoin qui sont très très bas. Et donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ils sont très très bas par une mécanique un peu compliquée. On pourra en parler si vous voulez, parce qu'il y a une question aussi sur combien coûte le Bitcoin, en fait, au final. Combien il coûte à miner? Combien il coûte à miner, exactement. Donc, c'est un actif très particulier, ça fait partie de ces actifs sans dividendes, sans flux de revenus, ce qui fait que en fait, sa valeur est purement spéculative ou elle est liée à un motif d'utilisation comme monnaie. Alors, est-ce que le Bitcoin est une monnaie? Ce n'est pas une monnaie par bien des points de vue, mais ça a quand même un énorme avantage, le Bitcoin, et c'est ce qui a provoqué son engouement. C'est son côté un peu techno-libertaire, on va dire. C'est le fait que vous pouvez l'utiliser dans des transactions sans aucune forme de supervision. Donc, vous voulez acheter quelque chose dans un autre pays. Cet autre pays peut avoir un Internet contrôlé, peut être dans un régime policier. Votre pays d'origine peut être un pays très tatillon sur les questions fiscales et être très attentif à toutes les transactions que vous faites. Le Bitcoin va vous permettre de faire ça avec une discrétion infinie. C'est ce qui fait dire à certains officiels, pouvoirs publics, notamment hors antenne, que c'est une machine, c'est une lessiveuse à argent sale, etc. etc. Alors, c'est effectivement un des avantages de cet anonymat qui est associé au Bitcoin, c'est effectivement de pouvoir être utilisé pour de l'argent sale, pour des transactions illégales. Et d'ailleurs, il est utilisé pour des transactions illégales et pour du blanchiment. Mais c'est aussi ce qui en fait tout son intérêt. C'est-à-dire, vous voyez, dans un monde où le numérique souvent équivaut avec un contrôle de plus en plus fort, le Bitcoin permet d'échapper à ce contrôle. Ce qui en provoque l'intérêt, l'attrait, c'est assez intéressant. Là, il y a un sondage qui était paru il y a quelques jours sur qui sont en France les plus grands utilisateurs et ceux qui sont le plus attirés par les Bitcoins, et quelle est leur opinion politique. Je vous le donne en mille, c'est la France Insoumise qui arrive en tête. Donc, ce qui montre quand même ce côté échapper au système alternatif. Alors, alternatif des banques centrales, de cette organisation très complexe. La finance insoumise vote Bitcoin. Oui, largement, parce qu'il y a au moins dans le mythe, parce que après, est-ce que c'est une réalité ou pas, mais au moins dans le mythe du Bitcoin, l'idée qu'on est hors de ces circuits,
Donc hors des circuits de contrôle du gouvernement, hors des circuits contrôlés par les banques centrales, régulés par les banques centrales, hors des banques aussi. Banques centrales qui émettent de plus en plus de billets, de rachats d'actifs, et donc tout ça peut faire potentiellement flamber l'inflation. Et l'argument qu'on entend souvent, c'est que voilà, le Bitcoin protégerait contre le regain d'inflation à l'échelle mondiale. C'est un argument qui revient en boucle pour justifier la flambée des cryptos. On l'entend ou pas ça? Enfin, on peut l'entendre. C'est un peu illusoire parce que pour protéger, et c'est là que Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, va vous expliquer que ce n'est pas une monnaie. C'est pour qu'une monnaie soit une monnaie, il faut qu'elle soit une réserve de valeur. Pour que ce soit une réserve de valeur, il faut que vous ayez un tout petit peu de certitude sur sa valeur future. Or, le Bitcoin, c'est quelque chose qui, pour le moment, et même probablement jamais, ne peut vous apporter aucune certitude sur sa valeur future. Alors là, on peut se dire, ah bah oui, mais là, c'est plutôt des bonnes nouvelles, il double en 3 mois, ça marche en 2 dans mois. l'autre sens aussi. Mais voilà, le truc, c'est que ça marche dans l'autre sens, ça a marché dans l'autre sens, il y a eu des éclatements de bulles de Bitcoin. Donc on ne sait pas ce que ça vaut, quoi, en gros. Parce qu'au final, ce qui est sûr, c'est qu'on a le sentiment que... Ah si, ça vaut 60 000 $, mais on ne sait pas ce que ça vaudra dans 3 mois. Et si vous voulez vous protéger de l'inflation, je ne sais pas, imaginez, vous avez toutes vos économies d'une vie et vous voulez préserver votre pouvoir d'achat quand vous prendrez votre retraite dans 60 ans. Parce que vous êtes encore jeune, oui, merci David, peut-être 50. Bon, dans 50 ans. Donc, investir pour 50 ans, placer pendant 50 ans vos économies en Bitcoin en se disant je vais retrouver mon pouvoir d'achat et je serai moins exposé à la perte de pouvoir d'achat en l'ayant en Bitcoin plutôt qu'en l'ayant en euros. C'est un pari que je ne tenterai pas à titre personnel. C'est pas un sacré pari, c'est dénué de tout bon sens. Donc là-dessus, vous vous trompez complètement si vous faites ça. Et tous les gens qui pensent que c'est une protection contre l'inflation, en fait, ils disent n'importe quoi. Bon, et on a comme le sentiment que le marché du Bitcoin s'institutionnalise. On voit de plus en plus, on a eu Fidelity, on en a parlé ici, BlackRock, maintenant c'est autour de Goldman Sachs, c'est pas n'importe quelle banque d'affaires, qui dit se lancer dans le trading de crypto, en incluant donc le Bitcoin. Est-ce qu'il est en train de gagner justement en crédibilité et gagner un petit peu ses lettres de noblesse? Ou est-ce que c'est de l'opportunisme? Il est en train effectivement de gagner, je ne dirais pas des lettres de noblesse, mais de la visibilité. Il a cette attractivité pour toute cette frange techno-libertaire qui se dit le Bitcoin est un moyen d'échapper au contrôle des gouvernements. Mais oui, à une époque où Trump peut gagner les élections américaines sur l'argument de « moi je suis le gouvernement qui vous fera échapper au gouvernement », on se doute bien qu'on peut trouver des gens qui sont intéressés par le Bitcoin. Et il n'est pas illogique que les banques qui gagnent de l'argent sur du trading se disent c'est intéressant de faciliter l'accès au Bitcoin et de permettre à des petits investisseurs, parce que c'est quand même ça la cible, à des petits investisseurs de faire du trading et du placement sur le Bitcoin. Ou du synthétique sur le Bitcoin, c'est pas souvent du Bitcoin qu'on y a acheté, mais souvent c'est quelque chose qui réplique. Après, on va pouvoir un peu surfer sur cette vague, disons, pour proposer quelque chose. On sait qui achète aujourd'hui du Bitcoin ou pas, encore une fois? Est-ce que c'est des particuliers? Parce qu'on sait que dans le... Mais David, c'est quand même tout l'attrait du Bitcoin, c'est qu'on ne sait pas qui l'achète. Non, parce que dans les sondages, on voit que essentiellement, 14% des Français sont prêts pour le coup à investir en Bitcoin, 3% l'ont fait, mais les plus enthousiastes, ce sont les 18-25 ans. Est-ce qu'encore une fois, ce sont eux qui sont derrière aussi, en France, à l'étranger, je ne sais pas, ou est-ce que ce sont ces banques d'affaires qui arrivent et l'engouement, il est là, je veux dire, on ne peut pas le nier. L'engouement, il est là, l'engouement des jeunes. Il est planétaire en plus. L'engouement de tous ceux qui sont attirés par ces aspects technologiques, qui sont sensibles à cet argument de liberté et qui voient dans le Bitcoin quelque chose d'un petit peu transgressif, on va dire, par rapport au système. Et puis voilà, je veux dire, mettre quelques dizaines, centaines, peut-être 1000 euros sur du Bitcoin, c'est pas non plus parce qu'on peut acheter des économies d'une vie. On peut acheter des fractions, en fait. Mais bien sûr, on peut acheter des toutes petites fractions, et puis quand ça peut doubler en 2 mois, vous voyez, si vous avez 1000 euros, vous pouvez revendre et ressortir de tout ça avec 2000 euros. Alors, donc ça fait partie de toute la... De tout le buzz autour de ce Bitcoin. Ça en provoque un attrait, ça provoque des transactions. Sur ces transactions, les opérateurs habituels des transactions vont arriver avec toute leur machinerie pour extraire un petit peu de fees, comme on dit. Des commissions. Des commissions. Mais voilà, après, on ne sait pas très bien
cette valeur du Bitcoin, qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment ça Qu'est-ce se que ça passe? traduit? Qui a des grosses positions Qu'est-ce que sur le ça Bitcoin? traduit cet engouement à l'échelle planétaire pour le Bitcoin? Encore une fois, au-delà de ce qu'on a dit, des techno-libertaires, est-ce que c'est aussi large parce que les taux sont à zéro et que c'est l'appât du gain facile? C'est quoi? Oui, c'est ce que Keynes appelait l'économie casino, c'est-à-dire que Ah, déjà Keynes, il en parlait déjà? oui, enfin pas du Bitcoin, mais en tout cas Non, de la spéculation, parce que c'est un phénomène qui est quand même très ancien. Je veux dire, dans l'Europe du XVIIe siècle, la bulle des tulipes, Oui, mais c'était des gens. On sait comment, quand on est un peu noir, comment tout ça s'est terminé. Ah oui, ça, mal. on sait, ça se termine toujours comme ça. Mais en tout cas, C'est c'était une des histoire gens qui s'ennuyaient. C'est une histoire qui se terminera mal. Parce que certains Mal, disent, les banques centrales, quand ça prendra trop de place, quand les marchés des cryptos pèsera trop, débrancheront tout ça en disant on interdit, c'est fini, fin de la partie. Non, parce que les banques centrales ne peuvent pas l'interdire. Alors, on peut interdire toutes les activités de trading. La tendance législative, elle a été plutôt à la régularisation du Bitcoin. Par exemple, le fisc maintenant reconnaît le Bitcoin et peut du coup vous demander de déclarer vos plus-values en Bitcoin et de payer un impôt dessus, de déclarer vos valeurs en Bitcoin parce que ce sont des valeurs que vous possédez. Vous êtes censé déclarer toutes les valeurs que vous possédez au fisc. Donc, il y a plutôt une normalisation juridique. Mais en fait, il n'y a aucune possibilité de contrôle. Donc cette normalisation juridique, elle est plus théorique aujourd'hui que vraiment mise en pratique. C'est pas possible de débrancher le Bitcoin. Le Bitcoin, donc certains disent que ça vaudra du jour au lendemain zéro parce que ça sera débranché par les banques centrales. Non, ça ne sera pas débranché par les banques centrales. Par contre, ça peut valoir du jour au lendemain zéro parce que ça vaut zéro, en fait. Et qu'à partir du moment où il n'y a pas quelqu'un pour vous l'acheter à 60 000 $, ça ne sert aucune forme de dividende et donc sa valeur fondamentale, elle va tomber à zéro. Et il n'y a que le motif de transaction qui va reposer derrière. Mais en fait, il est très probable qu'il y ait extrêmement peu de transactions en Bitcoin. Par ailleurs, vous voyez, la quantité de monnaie, il y a 1000 milliards de Bitcoin aujourd'hui, valorisés au prix du marché. La quantité de monnaie qui existe ne correspond pas aux transactions qui sont réalisées avec ces Bitcoins. Ouais. Donc on est dans un monde quand même, enfin à part des transactions qui sont des transactions pour des transactions, c'est-à-dire je vends mes bitcoins à quelqu'un qui veut en posséder pour pouvoir faire de la spéculation. Une grande banque d'affaires américaine dont le nom m'échappe nous parle de 100 000 $ dans l'année pour le bitcoin. Le marché d'options donne une probabilité de 20% qu'on y soit d'ici la fin de l'année. On se dit que c'est pas impossible. C'est pas impossible, on est à 60 000 $. La question c'est est-ce qu'il faut y rester après? La question c'est plutôt quelle est la probabilité qu'il soit à zéro à la fin de l'année. Cette probabilité elle est non nulle. Elle est équivalente d'être à 100 000 ou d'être à zéro? En tout cas, ce que nous dit la théorie des bulles spéculatives, c'est que oui, elle est probablement à peu près équivalente. Et si demain Tesla vend ses 1,5 milliard de positions, enfin, 1,5 milliard quand il les a achetées, donc en fait ça va faire plutôt aujourd'hui 3, peut-être 5 milliards. Si Tesla se met à vendre, ou Elon Musk se met à vendre cette position sur le marché du Bitcoin, ça va provoquer un effondrement. Voilà, merci. Juste un petit mot quand même. Oui. Il y a tout un mot de la fin. De choses très intéressantes derrière la technologie qui est derrière le Bitcoin. Il y a tout un tas d'inconvénients en matière de consommation énergétique, mais il y a des alternatives aujourd'hui qui résolvent en partie, en tout cas, cette question de la consommation énergétique. Et la blockchain, en dehors de son utilisation comme moyen de paiement, est quand même un instrument qui est promis à beaucoup d'avenir parce qu'il permet de réaliser des opérations de certification, de sécurisation qui sont extrêmement importantes. Et donc, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en l'occurrence. Le Bitcoin, il y a un phénomène spéculatif qui est absolument incroyable et qui... Vous l'avez acheté, vous? Non. Par principe, il ne touche pas à ça. De toute façon, quand vous avez des bitcoins, si vous dites que vous en avez, c'est que vous perdez tout l'intérêt d'avoir des bitcoins, David. Donc, pourquoi? C'est pas un signe extérieur de richesse, ça permet justement de faire le sous-marin. Donc, si vous avez des bitcoins, surtout ne le dites pas. C'est le seul intérêt, c'est que personne ne sache que vous en avez. Donc on ne saura pas. Bon, merci Xavier. Merci David. Xavier Tinvaux, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci, bye.